La présentation se divisera en deux parties. La première partie sera consacrée à l'aspect méthodologique qui explique comment j'ai construit mon objet d'étude. Et la deuxième partie pour en présenter de manière plus concrète les résultats. Et tout d'abord, au préalable, je voudrais donc indiquer que ces recherches sont jalonnées depuis le départ par deux thématiques. La première thématique, c'est la pensée chinoise dans le Japon moderne et contemporain. À cause de laquelle, donc thème d'intérêt, à cause duquel j'ai consacré ma thèse sur une figure qui se situe dans un champ politique radicalement opposé à Chōmin et qui est plus tardif, c'est-à-dire Yasooka Masahiro. Et les résultats obtenus dans l'étude du cas de Yasooka m'ont amené à remonter dans le temps et à m'interroger sur la place de la pensée chinoise sous l'ère Meiji, ce qui m'a fait découvrir Chōmin, et cela via Mencius. La seconde thématique de mes recherches est ce que j'appellerais la fabrication des idées. C'est-à-dire que dès le départ, donc dès la thèse, je me suis intéressé à l'analyse des processus par lesquels se constituent les idées politiques, en l'occurrence au Japon, et la manière par laquelle elles se concrétisent au-delà de l'auteur via ces différents réseaux, dans une interaction dépassant nécessairement le cadre national japonais, puisqu'il s'agit du confucianisme. Alors la deuxième chose que j'aimerais indiquer au préalable, avant de commencer, c'est que les recherches dont je vous présente une partie aujourd'hui ont été menées donc sur de longues années, et si cela a pris autant de temps, autant d'années, c'est qu'il y a en fait deux raisons pour lesquelles, qui sont sans doute familières pour bien des chercheurs français. La première, c'est le poids écrasant des cours et des tâches administratives qui est malheureusement le destin de bien des enseignants-chercheurs dans les universités françaises. Et en l'occurrence la mienne, l'université Bordeaux-Montaigne, qui est caractérisée depuis toujours par un sous-encadrement chronique, ce qui m'a souvent obligé à faire double service. Et la seconde raison, c'est tout simplement le manque de moyens personnels pour venir au Japon régulièrement, ce qui m'a privé, bien sûr, d'avoir accès rapidement à des sources et à des études, bien sûr, nécessaires à mes recherches. Et de ce point de vue, bon, être parvenu à ce livre me donne une grande satisfaction puisque je suis à nouveau de passage au Japon 5 ans depuis ma dernière venue et 12 ans jour pour jour depuis ma dernière intervention à Ebisu, ici même en salle 601, il y a 12 ans de cela. Nous allons commencer par la première partie qui sera consacrée à l'aspect méthodologique que j'ai intitulé Chōmin, un cas d'étude de transfert culturel et de circulation internationale des idées, une nouvelle approche pour de nouvelles sources. Pour cette première partie, je vais procéder en deux temps, comme je le ferai pour la deuxième. La première partie ne va pas traiter directement du Japon, il va s'agir de parler avant tout d'histoire intellectuelle, puisqu'il s'agit de vous montrer que s'intéresser à Chōmin, c'est un moyen de contribuer à des recherches neuves en historicisant la circulation des idées. Quand on parle d'histoire intellectuelle, il faut avoir à l'esprit que, à l'origine, on parlait d'histoire des idées. Et que c'est avec l'école de Cambridge et Quentin Skinner que l'histoire intellectuelle a connu un renouvellement décisif il y a de cela plusieurs décennies. Et qu'est-ce qu'on fait l'école de Cambridge et Quentin Skinner? Eh bien, ils ont en fait dépassé l'histoire des idées qui avait été définie par des personnes telles que Arthur Lovejoy ou Leo Strauss, en réintroduisant dans l'histoire des idées politiques la temporalité des concepts et la notion de contexte. C'est souvent d'ailleurs pour cela qu'on appelle ça le contextualisme. Et cet effort s'est largement diffusé dans le monde anglo-saxon, mais dans une bien moindre mesure en France, du fait de réticences chez les historiens à intégrer la philosophie dans l'exploration du passé. On pourra relever néanmoins les efforts de Christophe Charles, Jean-François Sirinelli ou encore Pierre Rosanvallon pour développer l'histoire intellectuelle dépassant le commentaire de texte, pour s'intéresser à l'archéologie des concepts ou encore aux réseaux dans lesquels s'inscrivent les auteurs. Notre démarche donc s'inspire de ces précédents et rejoint les efforts récents de jeunes chercheurs, parmi lesquels Thibaut Rioufray. Et celui-ci rappelle que Pierre Bourdieu a posé en soi la question de la circulation internationale des idées, mais laissant à d'autres le soin de développer un champ qui se révèle aujourd'hui fécond et que nous essayons de développer pour nous dans le cas donc des études japonaises et asiatiques. Une lecture critique de Bourdieu permet à Rioufray d'ériger pour la première fois la traduction comme objet d'étude dans la circulation internationale des idées, et celle-ci, selon Rioufray, doit être analysée comme le passage d'un espace à un autre par le biais d'une interprétation contextualisée.
Ainsi, le souci d'historicité implique notamment l'étude, jusque-là ignorée, des acteurs du processus de circulation, au-delà des auteurs. Précédant Rioufré et Bourdieu, Michel Espagne a été depuis les années 90 un des acteurs principaux du renouvellement historiographique avec la notion de transfert culturel. Espagne a montré que l'histoire intellectuelle a longtemps eu tendance à considérer la circulation internationale des idées comme un processus évident et mécanique, l'envisageant en termes de réception et non d'acquisition. C'est ainsi qu'on a pu parler, par exemple, beaucoup d'influence d'un auteur sans se poser la question du concret. Ce faisant, l'agent non européen dans l'échange, dans cette circulation internationale des idées, n'a qu'un rôle passif, sinon existant. Autrement dit, dans le cas du Japon, c'est comme si les Japonais recevaient Rousseau, comme si les choses allaient de soi. Or, le renversement de la perspective pose des enjeux nouveaux. Si l'agent devient actif, le processus d'acquisition des idées devient un problème à étudier, et la question de la langue doit alors être prise en compte. Ces orientations donc, nous ont paru nécessaires pour renouveler l'étude de Chō Min et à travers lui, le renouveler l'histoire intellectuelle du Japon de l'ère Meiji. Maintenant, dans un deuxième temps pour cette première partie, maintenant que j'ai posé l'aspect, disons, purement méthodologique, venons-en un petit peu au Japon et à Chō Min, puisqu'il s'agit de poursuivre l'héritage de recherches nombreuses sur Chō Min. Et mon apport, en fait, consiste simplement, si je puis dire, à redécouvrir le rôle de la France et de la philosophie dans l'œuvre de Chō Min. Étant francophone, en lisant les recherches consacrées à Chō Min, nombreuses encore une fois, je me suis aperçu assez rapidement qu'il y avait un intérêt réel chez les chercheurs japonais pour la question de la traduction, en l'occurrence celle du contrat social, mais que la démarche était loin d'être aboutie. C'est-à-dire que la démarche de traduction de Chō Min en elle-même, les enjeux qu'elle pose, n'avaient pas été appréciés à leur juste valeur. C'est du moins ce que j'avais pensé assez rapidement. Et à cet égard, ce sont les travaux de Ida Shinya et de Miyamura Haruo qui m'ont ouvert les yeux sur cette réalité. Et de ce point de vue, mes recherches s'inscrivent simplement dans les pas de ces deux chercheurs. Le premier de ces chercheurs, Ida Shinya, a écrit il y a plusieurs années de cela un ouvrage qui m'a paru tout de suite fondamental. C'est La France de Nakai Chō Min, et qui a marqué un tournant, car il a posé la question pour la première fois des sources françaises autres que Rousseau, montrant par l'ampleur de leur présence qu'un travail immense restait à accomplir pour comprendre dans sa juste mesure la pensée de Chō Min, notamment parce que la plupart d'entre elles lui étaient contemporaines. Ida Shinya a montré que non seulement Rousseau n'avait pas fait que traduire, Rousseau donc, mais que dans l'une de ses œuvres les plus connues, à savoir les dialogues politiques entre trois ivrognes, Chō Min avait délibérément repris un passage d'un livre de Jules Barny, celui-là même que Chō Min avait traduit avec Minchukuku no Dotoku. Et ainsi, Ida Shinya a montré qu'il fallait casser la barrière entre les traductions et les œuvres propres à Chō Min. Mais force était de constater, quand j'ai commencé mes recherches, que les recherches postérieures à cet ouvrage avaient surtout retenu l'aspect biographique des apports d'Ida Shinya, qui est en demeurant un aspect important de son travail, mais n'avait pas forcément tenté d'aller plus loin. J'ai eu l'occasion de rencontrer Ida Sensei en 2008, juste après être de retour en France, et eu l'occasion d'en parler directement avec lui. Et malheureusement, il nous a quittés il y a peu de temps. Et donc je regrette malheureusement son absence aujourd'hui. Le deuxième ouvrage qui m'a donné une impulsion décisive à mon travail, c'est l'ouvrage de Miyamura Haruo Sensei, Rigakusha Chō Min, donc Chō Min philosophe, qui a pris la suite de celui de Ida Shinya, qui a pris acte aussi d'ailleurs de la publication des œuvres complètes, pour montrer que la partie philosophique de l'œuvre de Chō Min avait été négligée ou mal appréciée, et que lui aussi, donc il a dit que la séparation entre les traductions et les écrits de Chō Min est en fait relative, tant les premières ont imprégné les deuxièmes. En l'occurrence, Miyamura Sensei a montré que l'ouvrage de Chō Min, la quête philosophique, c'est-à-dire Rigaku Kōgen, avait été rédigé à partir d'ouvrages français compilés, dont certains d'ailleurs traduits dans la revue Seiri Sodan. Alors, un autre aspect a été apporté par les recherches sur Chō Min, que j'ai pris en compte et qui n'ont pas manqué
de m'intéresser justement par rapport à la pensée chinoise, c'est que justement une nouvelle appréciation de la pensée chinoise Chuomin a été faite par Yonehara Ken et Inoue Seiichi. Yonehara a montré que la pensée de Chuomin, son approche de Rousseau, ne pouvait être comprise en ignorant les références à Chuang Tzu. Et Inoue Seiichi, lui, avait montré qu'on devait adopter une attitude nouvelle par rapport à la place du confucianisme, enfin par rapport à Chuomin et son attitude vis-à-vis du confucianisme, plutôt que de poser une interprétation négative selon laquelle Chuomin resterait prisonnier des cadres de pensée de l'époque d'Edo dans son approche de Rousseau, ce qui amènerait à voir dans les références au confucianisme des relents de féodalité, donc de féodalisme. Inoue a proposé de voir dans cette présence plutôt un choix délibéré de Chuomin. Ainsi, la négligence des recherches précédentes au sujet de Rousseau et des penseurs français provient en fait d'une double naïveté, si je puis dire. Les recherches ont négligé les traductions parce qu'elles présupposaient que la traduction allait de soi, c'est-à-dire comme si la compréhension des textes originaux était évidente et comme si la traduction japonaise se faisait nécessairement de manière tout aussi évidente. Surtout, les recherches précédentes ont commis pour la plupart l'erreur de séparer ces traductions des articles et livres écrits par Chuomin, comme si les traductions écrites de Chuomin n'avaient aucun rapport entre eux et comme si une traduction n'avait pas de valeur réelle. Au contraire, un travail de contre-traduction, enfin ce que j'appelle une contre-traduction, un questionnement sur le décalage éventuel entre le texte original et la traduction japonaise, ainsi qu'une prise en compte donc de une mise en rapport des traductions avec les écrits de Chuomin m'ont paru nécessaires. Bref, une recherche sur le processus d'acquisition des textes peut apporter à mon sens des éclaircissements importants pour comprendre la pensée de Chuomin. Il a fallu donc remettre en question deux frontières. La frontière entre les traductions et les écrits propres de Chuomin et la traduction entre les traductions faites par Chuomin et celles par ses élèves. Au vu de cette situation, il a été indispensable de se pencher plus sérieusement sur les traductions de Célis Rodin, pour la plupart attribuées à des élèves de Chuomin, de réfléchir sur l'ensemble des traductions de Chuomin pour les relier à son œuvre poétique et philosophique. Et surtout, il a fallu reconsidérer la place des contemporains français dans l'œuvre de Chuomin. Tout d'abord, mes recherches ont consisté, enfin le résultat de mes recherches ont abouti à identifier et à analyser les sources françaises, qui bien souvent, en fait, sont des sources nouvelles pour approcher Nakai Chuomin. Alors, les recherches ont abouti, en fait, à des résultats à différents niveaux. Donc, tout d'abord, j'ai dû identifier les sources françaises. Si les recherches précédentes ont mis en lumière les auteurs traduits dans Célis Rodin, en l'occurrence Itachinia, il a fallu compléter et identifier d'autres sources traduites, et donc découvrir de nouvelles sources. Ces sources, vous en avez déjà un premier exemple avec le document qui vous a été distribué, donc c'est l'annexe que j'ai demandé à être imprimé, et qui est la plus grande partie des textes traduits dans Obei Célis Rodin. Je dis bien une partie, puisqu'il y a aussi Obei Seiten Tsurushi, une autre revue, mais disons que pour faire simple, une partie des textes qui ont été traduits par Chuomin et ses élèves, c'est ce que vous avez devant vous, et qui n'avaient jamais été prises en compte, en fait, par les recherches sur Chuomin. Tout simplement parce que, pour la plupart, elles sont attribuées à des disciples, je dis bien attribuées, mais comme je l'ai dit, si on les prend en compte, on peut comprendre beaucoup de choses de l'œuvre de Chuomin. Il y a un deuxième groupe de textes, qui sont en l'occurrence des livres, certains connus déjà, mais pas vraiment exploités, et d'autres que j'ai découverts. Pour donner quelques exemples, il y a donc le mandat impératif en France et à l'étranger d'Édouard Philippon de 1882, et que Ida Chini avait montré l'utilisation pour écrire le réveil de l'électeur, donc par Chuomin en 1890. Un autre texte important, et même peut-être le plus important, c'est en fait un ouvrage de son maître, si je puis dire, La philosophie des sciences politiques et commentaire à la déclaration de 1793 d'Émile Akolas, 1877, qui a été traduit par deux élèves du Fujitsu Gakujuku, c'est-à-dire Sakai Yuzaburo et Shiraishi Tokiyasu, sous le titre Seiri Shinron, en 1984. Et ce livre a été mentionné pour la première fois par Miyamura Haruo dans les Gakusha Chuomin. Je rajoute quelque chose par rapport à l'ouvrage d'Akolas, c'est que le titre originel, qu'a sans doute connu Chuomin, est Sur les droits du peuple, c'est-à-dire Minkenron. Donc probablement que Chuomin a été impressionné par le titre qui
en fait, reprenait des mots en cours dans le Japon de l'époque. Alors, un autre ouvrage, c'est Notions de philosophie de Charles Jourdain, qui est d'ailleurs mentionné comme manuel au Fukugakujuku, et qu'en fait, Miyamura Haruo a montré dans l'ouvrage que j'ai déjà cité, les Gakusha Chōmin, que des chapitres entiers ont été utilisés pour écrire la quête philosophique. Et j'ajoute qu'en fait, l'ensemble de l'ouvrage a été traduit dans Seiri Sodan. Ce qui montre que ce qui est traduit a été aussi ce qui a formé Chōmin et ce qui a été enseigné aux étudiants de Futsugakujuku. Encore un autre ouvrage, Dictionnaire des sciences philosophiques d'Adolphe Frank. Et là encore, des articles ont servi à écrire la quête philosophique. Alors après, il y a des sources que j'ai découvertes moi-même. Je vais en citer 3. La première, c'est en fait un ouvrage d'Étienne Vachereau qui est mentionné dans Seiri Sodan. Donc, il est en partie traduit dans Seiri Sodan. Mais il se trouve qu'il y a un autre ouvrage, donc ce n'est pas dans Seiri Sodan, c'est un ouvrage entier, qui complète ce qui est traduit dans Seiri Sodan, sous le titre Jichiseiron, puisque là c'est simplement la reprise du titre français, la démocratie. Donc ça veut dire qu'en fait, Chōmin a traduit l'ensemble de l'ouvrage de Vachereau, mais en 2 temps. Une partie dans Seiri Sodan, dans les années 1882-83, et plus tard, une autre partie en 1884 sous la forme de livre. Stratégie d'ailleurs qu'on retrouve pour l'ouvrage de Jules Barny, où là encore, une partie est traduite dans Seiri Sodan, et plus tard, sous la forme d'un livre, Minchikoku no Dotoku. Et malheureusement, les recherches précédentes, dans le cas de Jules Barny, n'ont vu que l'ouvrage traduit en 1887, en oubliant que le reste avait déjà été traduit dans Seiri Sodan. Le deuxième ouvrage dont j'ai découvert l'existence, c'est en fait La République radicale d'Alfred Naquet. Une toute petite partie, enfin un chapitre de quelques pages à peine ont été traduits dans Seiri Sodan, mais il se trouve que l'ouvrage entier a été traduit. Alors, ce n'est pas exactement un élève de Futsugakujuku, mais par un des frères de l'un des Kangakusha, auprès de qui Chōmin a appris le Kanbun, et qui a été traduite sous le titre La République, tout simplement, dans les années 1880. Dernier ouvrage que j'ai découvert, c'est un titre un peu long, Le petit traité de morale à l'usage des écoles primaires laïques. J'ai oublié laïque, c'est Sokushigine, de Charles Renouvier, qui a été traduit en fait sous le titre d'Otokuron. Et d'Otokuron se trouve dans les œuvres complètes de Chōmin, 17e volume, mais avec la mention auteur original inconnu. Sauf que j'ai découvert de qui il s'agit alors je passe les détails parce que ça a pris beaucoup de temps pour trouver de qui il s'agissait, mais j'ai pu trouver que c'était Charles Renouvier, et par mes œuvres de Charles Renouvier, il s'agissait bien de traité moral à l'usage des écoles primaires laïques. Et pour dire que les recherches peuvent être aidées par le hasard, il se trouve qu'au moment où je menais ces recherches, il y a une chercheuse française qui s'appelle Marie-Claude Blais, spécialiste de Renouvier, qui avait réédité ce petit ouvrage. Et c'est cette réédition qui m'a permis de mettre à la main, de connaître l'existence de l'ouvrage et du coup de faire le rapprochement. Si elle n'avait pas pris cette démarche, peut-être que je n'aurais jamais trouvé de qui il s'agissait. Et si je puis me permettre d'ajouter quelque chose encore, en 2018, j'ai participé à un colloque sur Charles Renouvier. J'ai pu rencontrer Marie-Claude Blais, et la plupart des gens ont été très surpris, voire choqués, d'apprendre que ce petit ouvrage de Charles Renouvier, qui a eu un succès très mineur en France, qui a été oublié très rapidement, a pu être traduit en japonais dans les années 1880, alors que c'est d'ailleurs peut-être la seule traduction étrangère de l'ouvrage. Ainsi, comme vous pouvez le voir, l'œuvre de traduction de Chōmin est loin de se limiter à ce que vous avez à l'écran. Ce que vous avez à l'écran, c'est ce qu'on attribue globalement à Chōmin, mais on peut déjà ajouter ce que je vous ai mentionné, et puis ajouter également ce que vous avez dans les annexes. Et donc on se rend compte qu'en fait, Chōmin est loin d'être simplement le Rousseau de l'Orient. On peut dire qu'il est presque le républicain français de l'Orient, si cette expression a un sens. En tout cas, son œuvre de traduction est immense, et on comprend de ce point de vue que, en tant qu'intellectuel, il a une stratégie cohérente dans laquelle, en fait, le Futsugakujuku, donc son école, la maison d'édition qu'il a lancée pour publier ses ouvrages,
la revue Célis Rodin, tout ça, ça forme un tout cohérent, ce que j'appelle une machine de guerre dans mon livre, parce qu'il a compris que tout seul, il n'y aurait peut-être pas forcément, et qu'il fallait bâtir toute une infrastructure pour pouvoir diffuser ce républicanisme français. Le deuxième temps de cette partie, donc c'était le deuxième apport, une fois qu'on a identifié les auteurs, les nouvelles sources, il a fallu aussi analyser ces sources, enfin les auteurs, le groupe d'auteurs traduits, et je me suis aperçu qu'en fait, la majeure partie des textes relèvent d'un groupe d'auteurs bien précis. Et que ces auteurs, en fait, si on connaît un petit peu la biographie et les recherches qui les concernent, on se rend compte qu'en fait, ils sont liés entre eux. Et que du coup, leur présence auprès de Chou Ho-min n'est pas du tout un hasard. C'est-à-dire que Chou Ho-min, en fait, a fait un choix réfléchi dans ses traductions, et que ces traductions, vous l'aurez compris, sont loin de se limiter à Rousseau. Et donc c'est pour ça que je dis que plutôt qu'être le Rousseau de l'Orient, Chou Ho-min devrait être plutôt appelé le républicain de l'Orient, tant la cohérence du corpus traduit est certaine. Je vais pouvoir du coup maintenant enfin pouvoir vous dire qui sont ces républicains français. Alors ces républicains français, il y a déjà deux figures qui sont connues, puisque leurs livres sont parmi les traductions de Chou Ho-min les plus connues. À gauche, vous avez Jules Barny, qui est l'un des deux introducteurs de Kant en France. Le second personnage à droite, c'est Alfred Fouillé, qui est d'une génération postérieure et qui est considéré comme l'un des principaux philosophes de la Troisième République. Alors, mais il y en a d'autres, donc il y en a quelques autres comme ça, pour certains déjà connus, mais d'autres qui du coup ne l'étaient pas. Pour ceux qui sont connus, on va partir de là. Si vous prenez le troisième personnage tout en bas à droite, c'est Eugène Véron, donc l'auteur de l'esthétique Ishibigaku, qui est un républicain, bien entendu. Si vous prenez à gauche d'Eugène Véron, donc le personnage dessiné, c'est Émile Acolas. Alors, je me suis trompé, j'ai rajouté une photo d'Émile Acolas, là où j'aurais dû mettre celle de Étienne Vachereau. Je m'en excuse. Vous avez Jules Simon. Jules Simon. Au milieu, c'est Alfred Naquet. Et enfin, tout à droite en haut, c'est Charles Renouvier. Tous ces auteurs, bien sûr, n'ont pas forcément défendu exactement les mêmes idées, bien entendu. Mais il y a des points communs importants et intéressants. Par exemple, pour Charles Renouvier est lui aussi l'un des deux introducteurs de Kant en France. C'est-à-dire qu'en fait, Chou Ho-min a traduit les deux grands introducteurs de Kant en France, Jules Barny et Charles Renouvier. Alors après, il y a d'autres points communs qui relient toutes ces personnes, ces 8 personnes. C'est qu'elles forment donc un groupe de personnes restreintes dont la majorité a été active dans les années 1840-1870 incluses. Ces décennies, 1840-1870 incluses, correspondent à ce que Michel Vinocq appelle la poussée démocratique. Donc poussée démocratique, c'est-à-dire que ces personnes ont dû défendre la République et la démocratie face à la tyrannie Napoléon III. Et une fois que la République a été installée, elles ont dû à nouveau défendre la République démocratique en justifiant ce régime comme étant le meilleur possible. Donc, en fait, ces républicains français, ce sont des philosophes qui ont voulu faire la philosophie quelque chose au service de la politique. C'est une philosophie au service de la politique. Exactement comme Chou Ho-min. Le fait que la France de cette période n'était pas encore une démocratie installée quand le jeune Chou Ho-min y séjourna peut paraître évident, mais les recherches précédentes ont ignoré ce détail pourtant capital si on veut comprendre sa démarche. Claude Nicollet, citant Louis Blanc, écrit d'ailleurs à ce propos qu'en 1875, la République en France n'avait jamais eu vraiment sa chance, puisqu'elle avait toujours été étranglée au berceau. Et donc ce régime restait en France un idéal. Et donc pour Chou Ho-min, cet idéal qui peut être réalisé en France, pourquoi ne pourrait-il pas l'être au Japon, pays quelque part tout aussi neuf que la France? Par une heureuse coïncidence, en lisant Claude Nicollet, je me suis aperçu que dans les recherches purement françaises sur l'histoire de la République, eh bien, les mêmes noms qui m'intéressaient apparaissaient. Et qu'en fait, donc par une heureuse coïncidence, les recherches que je menais sur Chou Ho-min m'amenaient
à des personnes que je ne connaissais pas du tout, mais sur lesquelles étaient en train de se dérouler en même temps que moi des recherches en France. Donc, c'est encore un hasard heureux pour moi, qui m'a d'ailleurs amené non seulement à lire ces recherches, mais à essayer de contacter les chercheurs en question pour essayer de dialoguer avec eux et comprendre quel était l'impact que pouvaient avoir ces personnes chez Chou Ho-min. Et ces chercheurs français ont été eux-mêmes surpris de savoir que ces personnes qu'ils redécouvraient, parce qu'ils étaient tous seuls, ces personnes sont complètement oubliées en France, mais ces personnes qu'ils avaient contribué à faire redécouvrir en France avaient pu être lues au Japon il y a plus de 100 ans. Un dernier point qui relie toutes ces personnes, c'est Rousseau. Puisqu'en fait, ces intellectuels qui sont les pères de la Troisième République et les pères de la laïcité en France sont également, de près ou de loin, enfin surtout de près plutôt, des lecteurs de Rousseau, des partisans, mais critiques de Rousseau. Alors j'en viens au dernier point de mon exposé. En lisant ces œuvres de ces républicains français, en analysant leur traduction dans les différents textes de Chou Ho-min et ses élèves, et en lisant également les recherches menées sur ces personnages, j'ai plus ou moins compris, j'ai abouti à un apport que je pense important en termes d'analyse interne à l'œuvre de Chou Ho-min, à savoir que Chou Ho-min finalement a cherché, via la traduction, à formuler une philosophie politique que l'on peut, je pense, qualifier raisonnablement comme étant un socialisme libéral, pour reprendre l'expression formulée par Serge Audier à partir de sources du XIXe siècle. Alors, dans mon livre « Rousseau au Japon », avant de parler directement de ces républicains français, il a fallu mener une petite enquête supplémentaire à ce que j'ai pu faire en HDR sur l'intérêt au Japon pour la Révolution française et pour Rousseau d'une manière plus générale. C'est pour ça que le titre s'intitule vraiment « Rousseau au Japon ». Ce n'est pas que Chou Ho-min en fait. Pour montrer que politiquement, bien, le Japon des années 1970-80 a été marqué par le Jimmy Kanundo et que sur le plan philosophique, cette même période correspond à la période de découverte de la philosophie politique européenne. Le premier aspect, le Jimmy Kanundo, est de mieux en mieux connu, mais le deuxième aspect, la découverte de la philosophie politique, reste encore l'objet de travaux nécessaires. Alors, en menant ces recherches supplémentaires, d'une manière générale donc sur la Révolution française et puis Rousseau dans le Japon, j'ai compris qu'en fait Chou Ho-min n'était pas forcément le seul à avoir introduit Rousseau et la France révolutionnaire dans le Japon de l'époque. Mais si les traductions de Rousseau par Chou Ho-min ont eu l'impact majeur que les recherches précédentes lui reconnaissent à Chou Ho-min, c'est précisément parce que il n'y avait pas que Chou Ho-min, mais plein de gens qui ont voulu faire connaître la France révolutionnaire par des textes ou par des traductions. Ce constat s'applique également à la connaissance de la philosophie politique européenne, puisqu'en menant ma petite enquête, qui est toujours en cours à vrai dire, mais je me suis aperçu que finalement les traductions de Chou Ho-min font de celui-ci vraiment un pionnier dans l'introduction de la philosophie, parce que, à part lui, pendant très longtemps, en réalité, il n'y avait pratiquement aucune connaissance réelle et profonde de la philosophie poétique européenne. Alors, je sais que Nishi Amane est bien connu pour avoir forgé le mot philosophie, Tetsugaku et tout ça, mais en termes de connaissance réelle de l'histoire de la philosophie, malheureusement, avant Chou Ho-min, il n'y avait pas grand-chose, voire rien du tout. Et donc, Chou Ho-min a été vraiment un pionnier, aussi bien en politique qu'en philosophie. Alors, ensuite, l'ouvrage Rousseau au Japon montre la cohérence profonde de la stratégie intellectuelle de Chou Ho-min. Je vais un peu répéter ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, mais je montre qu'en fait, du point de vue de la fabrication des idées, son parcours est tout à fait intéressant parce que les ouvrages qu'il a traduits avec ses disciples, les ouvrages qu'il publie, les ouvrages qu'il utilise dans l'école Futsugaku-juku et que lui-même a écrit, finalement, tout cela, ce sont les mêmes livres en fait. Et donc ces ouvrages traduits, c'est également les ouvrages qui l'ont formé intellectuellement. Deuxième point, donc c'est ce que j'ai déjà évoqué en fait avec le terme de machine de guerre, à savoir que Chou Ho-min a délibérément construit une maison d'édition
fonder une revue de traduction, fonder une école avec l'argent qu'il avait à sa disposition pour pouvoir en fait diffuser cette pensée française, donc de républicanisme français. Et donc, de ce point de vue, on peut dire que finalement, l'œuvre de Choo Min, au final, n'est pas l'œuvre d'un seul individu, mais d'un réseau, celui de ses élèves. Et de ce point de vue, c'est bien dommage qu'on ne puisse pas mener de recherche, enfin, on devrait mener plutôt des recherches sur les maisons d'édition elles-mêmes, sur ses conditions matérielles, sur ses élèves, pour vraiment saisir dans la globalité la production et la matérialisation de cette circulation des idées. Alors, un autre point, qui concerne plus l'œuvre de traduction de Choo Min en elle-même, mais en lien avec les traductions dont je parle, c'est que cette démarche de traduction peut être caractérisée de 3 manières. En fait, dans le Minyakuyakai, il y a un langage de traduction qui réemploie le lexique de la pensée chinoise en lui donnant un sens nouveau. Et justement, ce langage de traduction, ce vocabulaire avec un sens nouveau, on le retrouve précisément dans les autres traductions qui ne sont pas forcément celles de Choo Min, mais de ses élèves. D'ailleurs, de ce point de vue, il faut ajouter que Choo Min n'a pas fait que traduire du contrat social et le discours sur les sciences et les arts, mais qu'il y a eu un 3e texte de Rousseau traduit, à savoir le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, et qui se trouve dans Célis Rodin. Alors, comme aujourd'hui le propos c'est Républicain français et pas Rousseau, je n'en parlerai pas plus, peut-être une autre fois, dans un futur proche ou lointain. Donc, 2e point, c'est le fait que finalement, quand on fait attention, Choo Min a souvent partagé les traductions avec ses disciples, ou alors a confié entièrement le travail à un disciple, tout en étant un superviseur. Et donc, de ce point de vue, encore une fois, l'œuvre de traduction de Choo Min est immense, puisqu'elle est loin de se limiter à ce qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui. 3e point, c'est que, alors, si vous regardez la liste d'annexes que je vous ai donc fait distribuer, comme on le voit, il y a à peu près 5 groupes de textes qui portent sur le droit, sur la Révolution française, sur la philosophie politique et l'économie. Mais quand on examine les traductions dans le détail, on s'aperçoit qu'en réalité, très souvent, il y a l'aspect philosophique qui prime, même quand il s'agit de textes sur le droit ou l'économie. Et donc, en fait, il semble bien que Choo Min, dans son choix, a adopté la même attitude qu'il a appliquée dans le Minyakuyakai, à savoir prendre ce qui apparaît comme le texte, comme la partie la plus théorique, on va dire la plus philosophique d'une œuvre ou d'un chapitre, pour la traduction. Pour en revenir au Républicain français, et pour traiter cette fois des aspects justement plus philosophiques, donc comme je l'ai dit, ce qui les lie, ces personnages, c'est leur position politique. Mais bien entendu, puisqu'il s'agit de défendre la République et de la justifier, il faut avoir des idées et une certaine cohérence dans le discours. Alors justement, tous ces personnages ont voulu défendre la République avec une approche particulière, et je me suis borné en fait à reprendre les recherches actuelles en France qui montrent qu'en fait, que ce soit Akolas, Barny, Renouvier, Vachereau ou Renouvier, finalement, il y a une attitude identique, et c'est ce que Jean-Fabien Spitz appelle la synthèse républicaine, ou que Serge Audier, avec Monique Cantos-Perber, appelle pour leur part le socialisme libéral. Alors, de quoi s'agit-il? Quoi consiste cette synthèse de socialisme libéral? En fait, c'est une sorte d'héritage de Victor Cousin, dont son éclectisme, l'éclectisme de Victor Cousin, par laquelle, en fait, ces républicains entendaient lier la liberté et l'égalité, le socialisme et le libéralisme. Alors, attention, il ne s'agit pas de socialisme ou de libéralisme au sens où on l'entend aujourd'hui, il s'agit du sens, bien sûr, par lequel ils l'entendaient, eux, à l'époque. En l'occurrence, pour eux, ce qu'ils appelaient socialisme et libéralisme, c'était 2 attitudes philosophiques qui remontaient dans le passé le plus lointain et qui divisaient le champ philosophique en 2. Autrement dit, ce qu'ils voulaient dire, c'était que pour eux, ceux qui mettaient l'accent sur l'individu étaient des individus qui mettaient l'accent sur la liberté, avec donc des marches nécessaires, mais avec le risque d'un excès, à savoir le désordre. D'autre côté,
il y avait, selon eux, des philosophes qui mettaient l'accent sur la société, donc le groupe, avec le risque de tomber dans un excès, eux aussi, à savoir la tyrannie de ce groupe. Soit l'État, on va dire l'État, et pour eux, du coup, Rousseau avait un rôle ambigu. Rousseau était un défenseur de la liberté et à ce titre était tout à fait louable, mais à cause du concept de volonté générale, eh bien, il craignait, à la suite de Benjamin Constant, de tomber en fait dans la tyrannie de la majorité. Et donc, pour eux, Rousseau était une sorte de socialiste. Donc, bien entendu, nous sommes à l'époque du premier socialisme, donc c'est encore quelque chose de très différent de ce qu'on peut appeler, nous, aujourd'hui, socialisme. Mais donc, pour eux, la solution eh bien, était d'appliquer la méthode de Victor Cousin, c'est-à-dire d'appliquer une sorte de synthèse qui permettrait de formuler une pensée à équidistance de la liberté et de l'égalité, donc de les lier, et donc de se mettre à l'équidistance du libéralisme et du socialisme. C'est bien pour ça qu'on appelle cela, ce que Serge Audier et les autres appellent cela, donc le socialisme libéral. À ne pas confondre avec libéralisme social. Si on comprend que Tchomine est un socialiste libéral, alors on peut comprendre pourquoi les recherches sur Tchomine se sont disputées, n'ont pas été d'accord sur sa qualification, parce que certains veulent rapprocher Tchomine du socialisme à cause de Kotoku Shosui, qui est, comme vous le savez bien, l'un des introducteurs du socialisme et de l'anarchisme au Japon. Mais si on fouille un peu, on peut trouver des textes des années 30 de marxistes qui voient en Tchomine plutôt un philosophe bourgeois. Et donc pas du tout un socialiste, mais plutôt un libéral. Et en fait, en réalité, tous les deux ont raison. Parce que c'est du socialisme libéral. Dernier point pour finir avec cet exposé d'aujourd'hui. Mes recherches montrent qu'il y a... Donc Tchomine s'est approprié cette synthèse, mais qu'il a lui-même formulé, il a ajouté une autre synthèse. Et cette synthèse, c'est celle de Kant, Rousseau et Mencius. Ce qui me paraît très important, parce que c'est précisément en étant convaincu de cette synthèse possible qu'il a cru en l'universalité de la démocratie. Ce que je montre dans Rousseau au Japon, donc dans les livres qui circulent parmi vous, c'est que la Mencius et les concepts issus du livre éponyme occupent une place bien plus importante qu'on l'imaginait. On a souvent donc évoqué à juste titre la place de Mencius pour traduire, par exemple, la liberté morale, ou encore la place du concept de Ligi chez lui. Pourquoi est-ce que Mencius occupe une place si importante? C'est parce qu'en fouillant les traductions dont je vous ai parlé, on trouve Ligi un peu partout. Pour donner un exemple, c'est celui sur lequel je m'étends le plus dans Rousseau au Japon. Si vous prenez l'ouvrage d'Alfred Fouillé, Histoire de la philosophie, donc Reganko et Kakushi, on peut voir qu'en fait, Ligi apparaît dans, on va dire, 2 chapitres. Bon, il y a aussi Montesquieu, mais je laisse de côté pour ça. Ouais, donc 2 chapitres, Kant et Rousseau. Sachant, comme vous le savez bien, que Kant a lu Rousseau. Et donc, dans tout le discours, tous les chapitres par lesquels Fouillé présente les idées de Rousseau et de Kant, eh bien, c'est à ce moment-là qu'apparaît le plus Mencius. Comme si, en fait, de manière indirecte, Tchomine voulait suggérer que Mencius, Rousseau et Kant défendaient des idées similaires. Et à vrai dire, dans cet ouvrage, ce que Tchomine a traduit fidèlement, l'ouvrage original dit clairement, Alfred Fouillé donc, que Mencius est un démocrate. Et c'est le seul, disons, on va dire, penseur hors de l'Europe que Fouillé qualifie ainsi. Donc, bien entendu, ça veut dire que quand Tchomine a lu l'ouvrage original, avant même de traduire, quand il formait ses idées, eh bien, il a dû être convaincu, en lisant Fouillé, que, mon sens, c'est bien sûr, Rousseau, Mencius et Kant sont des penseurs similaires. Ils voulaient tous renverser la tyrannie. Et n'oublions pas que Mencius apparaît dans l'œuvre de Tchomine du début
depuis sa couronne jusqu'à la fin, c'est-à-dire Ichinen Yuhan, de manière constante. Et donc ainsi, vous comprenez que Chou Min a eu non seulement une stratégie particulière pour diffuser cette République française, mais il a eu une démarche philosophique. Et en tant qu'historien, donc spécialiste d'histoire intellectuelle, mon but n'est pas de discuter la validité de cette démarche, qui peut être tout à fait critiquable en soi, mais simplement d'en rendre compte sur le plan historique.